Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec une progression d'audience sans précédent pour nos rendez-vous au cœur de l'histoire, Franck Ferrand a de quoi se réjouir aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ces bons résultats ne sont pas seulement les miens, vous y avez largement votre part, chère Anissa. Merci. Ainsi que toute l'équipe de l'émission, Jean-François, Pierre-Louis, Christophe et la petite dernière, Mathilde. En votre nom à tous, j'aimerais dire un grand merci à celles et à ceux qui nous rejoignent chaque fois que possible pour passer en notre compagnie le début de l'après-midi. Et je n'oublie pas bien entendu l'immense cohorte de ceux qui nous suivent grâce au podcast. Du fond du cœur, un grand merci pour votre amitié, pour votre fidélité. Eh bien justement, aujourd'hui, vous allez nous parler d'amitié. Oui, mais d'amitié littéraire, donc souvent vénéneuse tout de même. Nous parlerons tout à l'heure en compagnie d'Étienne Kern, des âmes sœurs et des frères ennemis de la littérature. Pour le moment, je vais vous raconter l'histoire d'une amitié trahie, celle qui unit un temps Sainte-Beuve à Victor Hugo. Cela va nous offrir l'occasion vers la fin de l'émission d'aller faire un tour du côté de Bièvre dans l'Essonne. Ça tombe bien, il fait soleil cet après-midi sur Europe 1. Europe 1. 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au début de l'année 1827, nous sommes sous le règne de Charles X, le public a déjà entendu parler du jeune monsieur Hugo. Un gamin pour tout dire, 25 ans seulement, mais aux âmes bien nées, vous connaissez Corneille. Quoique nouveau venu dans le métier des lettres, on peut dire qu'Hugo s'est déjà fait remarquer par un certain nombre de poèmes, et déjà, certains admirent le jeune auteur, quand d'autres le trouvent exaspérant. Qu'importe, ses œuvres font parler d'elle et de lui. Les laudateurs soulignent l'audace du style, la fièvre des vers, la grandeur d'aspiration tout de même peu commune. En ce mois de janvier 1827, alors que Victor, qui couve du regard sa jeune épouse, parcourt le journal Le Globe, il tombe sur un article que lui consacre un certain Charles-Augustin Sainte-Beuve. Ce jeune critique de 22 ans, qui est un ancien étudiant en médecine, n'a pas le compliment dans sa poche, à vous de juger. Je cite Sainte-Beuve. « Qu'on imagine à plaisir ce qu'il y a de plus pur dans l'amour, de plus chaste dans l'hymen, de plus sacré dans l'union des âmes sous l'œil de Dieu, qu'on rêve en un mot de la volupté ravie au ciel sous l'aile de la prière, et l'on n'aura rien imaginé que ne réalise et n'efface encore M. Hugo dans ses pièces délicieuses, intitulées « Encore à toi » et « Son nom ». Les citer, c'est presque en ternir déjà la pudique délicatesse. « Ah, bien vu ça, te dit Victor, qui n'est sûrement pas insensible à un petit coup d'encensoir. Son épouse Adèle est séduite, peut-être encore davantage même. C'est décidé, ils vont provoquer l'inévitable rencontre. On invite donc ce petit monsieur Sainte-Beuve, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas le charisme de son idole, loin de là. Tout paraît, a priori comme ça, tout paraît devoir éloigner les deux jeunes hommes. Victor est robuste, rayonnant, sûr de lui. Charles est craintif, mal dans sa peau, assez tristounet tout de même. Victor possède un charme étincelant, une stature tellement solide. Vous savez, ce front haut, un peu trop large, avec ses yeux si vifs et pénétrants. Charles est d'un physique moins engageant. Laissons au cher Alain Decaux le soin de nous le décrire. Je le cite. Quelque chose dans son maintien et son expression évoque une sorte de vieillard prématuré. Petit, malingre, voûté, affligé d'une tête trop grosse, d'un nez trop long, de cheveux roux agressifs, timide et bafouilleur qui plus est, il n'a pour lui que son talent qui est grand. Il s'est toujours su laid et jamais n'a osé regarder une femme en face. En fait de femme d'ailleurs, il n'a connu que des prostituées. À bien des égards, Victor Hugo est en quelque sorte celui que Sainte-Beuve voudrait être.
en dépit de toutes ces différences, peut-être grâce à ces différences, on peut dire que le courant passe tout de suite entre les deux jeunes hommes. Ils parlent poésie, évidemment, leurs intelligences, là, se rencontrent dans un domaine éthéré à souhait, et la première entrevue ne sera que le prélude à toute une série. Ils vont se voir beaucoup. Au début de cette amitié, Sainte-Beuve développe une sorte, disons-le, de fascination pour la personnalité de Victor. D'une certaine façon, l'épouse de Hugo, Adèle, fait figure d'élément du décor, pour l'instant. L'amitié, disons-le, est un petit peu déséquilibrée. Hugo est celui qui en impose. Sainte-Beuve est heureux, simplement que le génie lui concède son affection. Et ce lien, qui était déjà assez fort d'emblée, va devenir de plus en plus étroit. Peu à peu, on voit Sainte-Beuve passer son temps chez les Hugo. Pierre de Gorce précise, il devint l'ami le plus intime de l'auteur, intime au point que lorsque les Hugo allèrent vivre 19 rue Notre-Dame-des-Champs, dans une maison charmante, au milieu d'un jardin romantique, il n'hésita point à déménager lui aussi pour s'installer au numéro 11 de la même rue. Hugo n'est pas en reste. Lors d'un bref voyage de Sainte-Beuve, il lui écrit à quel point il lui manque. Hugo dit ressentir un grand vide, et vous imaginez le plaisir que doit éprouver le critique en recevant ce genre de mots. Il va peu à peu acquérir sur l'écrivain une véritable influence. À cette époque, sous les yeux admiratifs de son ami, la force créatrice de Victor Hugo est en train de prendre une dimension étonnante. Il multiplie, disons-le, les coups de génie, de quoi donner des sueurs froides à ses rivaux comme à ses ennemis, et pour Sainte-Beuve, disons-le, les choses sont un peu plus difficiles. Les poèmes de Charles peinent à conquérir un public. Lui est l'homme inquiet, je vous l'ai dit. L'amitié de Victor est certes réelle, et je pense que Victor a pour lui une amitié très forte, mais ce n'est pas une amitié exclusive. D'autres jeunes auteurs se mettent à former une sorte de petite cour autour du jeune maître. Victor Hugo aime leur compagnie, il aime bien qu'on se réunisse en son nom, si je puis dire. Il s'intéresse à la personnalité des uns des autres, à leurs œuvres, etc. Anne Bocquel et Jérôme Kern le racontent. Sainte-Beuve est jaloux. Il se sent délaissé par Hugo et le lui écrit avec les accents d'une vieille maîtresse qu'on néglige. En vérité, à voir ce qui arrive depuis quelque temps, votre vie est à jamais en proie à tous, votre loisir perdu, les redoublements de haine et les vieilles amitiés qui s'en vont, les sots ou les fous qui les remplacent. Je ne puis que m'affliger. On imagine bien Sainte-Beuve rageant, hein. M'affliger, regretter le passé, vous saluer du geste et m'en aller me cacher je ne sais où. Surtout, une circonstance est en train de compliquer passablement les relations entre les deux hommes. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à force de passer du temps chez les Hugo, Sainte-Beuve a fini par accorder à Madame Hugo l'attention qu'elle mérite et que son mari peut-être n'a pas été toujours capable de lui accorder lui-même. Adèle devient le centre, le point de mire de l'attention de Sainte-Beuve. Et il est vrai qu'elle est belle, elle est sensible, elle est aimante. Et puis, elle est celle que Victor a choisie entre toutes les femmes. Bientôt, Sainte-Beuve comprend qu'il désire Adèle. Mieux ou pire, il l'aime.
L'opéra de Verdi, Hernani sur Europe 1, tiré du drame romantique de Victor Hugo. Restez avec nous. Franck Ferrand vous raconte l'amitié trahie entre Victor Hugo et Sainte-Beuve. Tout cela peut-être à cause d'une femme. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous parlez aujourd'hui, Franck, de l'amitié intense et complexe entre Victor Hugo et Charles-Augustin Sainte-Beuve. À la fin des années 1820, les deux écrivains sont devenus très proches. Mais voilà que le disgracieux Sainte-Beuve s'éprend d'Adèle. On en était là avant la pause. C'est la jolie femme, bien sûr, de Victor Hugo. Alors avant de savoir s'il va parvenir à conquérir Adèle, on vient de l'entendre avec l'opéra de Verdi. On est à l'époque de la célèbre bataille d'Hernani, c'est ça ? Alors on va y arriver en tout cas, puisque c'est en 1830 que ce célèbre drame de Victor Hugo va déclencher un des plus grands scandales de l'histoire de notre théâtre, avec cette opposition si franche entre partisans et opposants. On pourrait presque parler d'une nouvelle querelle des anciens et des modernes, d'une certaine façon. Victor Hugo étant bien sûr dans le camp des modernes. Il est même le chef de file des romantiques. On peut dire qu'il est en train de bouleverser un certain nombre de codes littéraires, théâtraux et autres. Pour lui, pour Hugo, on peut dire qu'il s'agit d'une période de travail extrêmement intense. Il est à la fois sur tous les fronts. Il enchaîne donc les pièces de théâtre, les poèmes en recueil. Il prépare Notre-Dame de Paris. Bien entendu, ce faisant, il a peut-être un peu tendance à délaisser quelque peu sa femme et ses enfants d'ailleurs. Adèle n'est pas blanc-bleu dans cette affaire. Elle n'a peut-être rien fait non plus pour le retenir au moment où il aurait fallu. Toujours est-il que c'est ce moment-là que va choisir Sainte-Beuve pour se rapprocher de la douce épouse de son ami, qui en lui découvre, somme toute, un confident assidu et une présence tellement plus rassurante que ne peut l'être son mari, qui n'a rien de très rassurant évidemment. Elle est touchée, Adèle, par cet homme fragile, qui, un peu comme elle du reste, manque de confiance en lui. La passion de Sainte-Beuve est exprimée dans une œuvre qui en réalité parle de lui-même, Vie, poésie et pensée de Joseph Delorme. Or, Joseph Delorme est publié en 1829. Pour Sainte-Beuve, disons-le, la situation est intenable, puisque d'un côté, il y a cette vive amitié et cette immense admiration qu'il voue à Victor Hugo, admiration d'autant plus irritante que lui-même n'arrive pas tout à fait à trouver sa place dans les lettres de l'époque, et puis simultanément l'attirance qu'il éprouve pour Adèle. Ça va provoquer une alternance de crispation et de réconciliation entre les deux hommes. Hugo ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais comprend bien qu'il y a un problème. On le sent, vous savez, c'est le genre de choses qu'on ressent. Par exemple, pendant la fameuse bataille d'Hernani, justement, Sainte-Beuve va aller jusqu'à reprocher à Victor de profiter de la générosité de sa femme qui se fatigue, qui s'expose en l'aidant constamment face à la controverse. Vous la fatiguez, mon ami, on imagine bien ça, cette scène-là. Et il y a un froid qui s'installe entre les deux hommes. Bientôt, Sainte-Beuve envoie sa dernière œuvre à Hugo, accompagnée d'un petit mot plein d'affection. Ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre. En septembre 1830, le critique est même choisi comme parrain de la dernière née des Hugo, celle qui va devenir Adèle H, vous savez, la petite Adèle. Sainte-Beuve se lance finalement dans une démarche, on peut dire assez courageuse, puisqu'il décide, alors que rien ne l'y pousse, somme toute, il décide de parler à Victor des sentiments qu'il éprouve pour sa femme. C'est une preuve d'amitié. Oui, on peut dire ça comme ça. Victor Hugo est pour le moins décontenancé. Il est touché par le désarroi de son ami. Et il semble même avoir envisagé qu'Adèle choisisse entre eux. Mais ça, pour Sainte-Beuve, c'est inenvisageable. Pour l'instant, on en reste là. L'amitié a quand même subi beaucoup d'agressions depuis quelques mois. Les deux hommes continuent à se voir, incontestablement, à chaque fois que c'est possible en tout cas, mais ça ne peut pas durer. Les crises larvées vont bientôt remonter à la surface et l'orage reprend. Sainte-Beuve finit par écrire à Victor ces lignes terribles. Il y a en moi du désespoir, voyez-vous, de la rage, des envies de vous tuer, de vous assassiner par moments, en vérité. Pardonnez-moi pour ces terribles mouvements.
On pourrait se dire que là, Hugo pourrait couper les ponts quand même, mais non, il se montre assez compréhensif finalement. Les relations entre ces deux hommes sont vraiment très compliquées, elles ne cessent pas pour autant. Des sentiments ambigus semblent engluer les trois personnages dans ce qui est quand même en train de devenir non seulement un vaudeville, mais le dernier vaudeville à la mode, parce que vous imaginez bien que ça a depuis longtemps dépassé les frontières du couple Hugo, cette affaire, et qu'on en parle dans les salons, dans les cénacles de l'époque. Anne Bockel et Étienne Kern notent: chez Sainte-Beuve, cette fascination pour la femme de son meilleur ami est troublante. Jusqu'où l'admiration pour Hugo entre-t-elle en ligne de compte dans le jeu dangereux auquel il a choisi de s'abandonner? Dans quelle mesure désire-t-il lui arracher un peu de ce qui lui appartient, un peu de cette gloire qui imprègne tout ce qu'il touche et à laquelle lui, Sainte-Beuve, malgré tous ses efforts, ne peut prétendre? C'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est passionnant comme cas. Adèle, de son côté, est toujours troublée par Sainte-Beuve. Évidemment, il est beaucoup plus à sa portée, si vous voulez. Ils vont se retrouver, ils prennent l'habitude de se retrouver dans des églises. Ça commence à pas être brillant quand on en est là, mais bon. Et puis, on pense que c'est durant l'année 1831 qu'elle finit par céder à Sainte-Beuve. Et Victor, de son côté, s'est montré longtemps compréhensif, mais enfin là ça va bien quand même. Il ferme la porte de son domicile à celui qui est devenu son rival. On peut dire maintenant que de crise en crise, l'amitié s'est amenuisée jusqu'à faire place peu à peu à ce qui va bientôt devoir être nommé, jusqu'à faire place à la haine. Cet après-midi, Franck Ferrand vous raconte comment l'amitié entre Victor Hugo et Sainte-Beuve s'est terminée, car maintenant elle fait place à la haine, effectivement. Vous pouvez réagir à cette émission. N'hésitez pas à venir déposer vos messages, vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook Au cœur de l'histoire et Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'histoire d'amitié entre Sainte-Beuve et Victor Hugo. Enfin, une histoire d'amitié qui, on l'a bien compris, vient de s'éteindre pour laisser place à la haine. Et oui, et en même temps, vous imaginez bien qu'entre l'auteur le plus lancé du moment et ce critique très important qu'a pu devenir Sainte-Beuve, il n'est pas facile d'entrer dans ce qu'on pourrait appeler un conflit ouvert. Après tout, l'un et l'autre appartiennent au même monde. Ils ont un certain nombre d'intérêts à préserver. Je parle là d'intérêts professionnels. Et au-delà de tout ça, l'idée d'une véritable rupture, eux qui se sont si longtemps et souvent rencontrés sur beaucoup de conceptions, cette idée leur est pénible. Ils se sont vraiment aimés comme des frères. On a connu, et je pense que chacun d'entre nous, dans son parcours, a un jour ou l'autre connu ces problèmes qui naissent entre deux amis, de problèmes de rivalité amoureuse, tout simplement. C'est toujours très pénible, c'est toujours très difficile, bien sûr. Le vaudeville continue donc, mais le plus discrètement possible. Adèle et Charles poursuivent leur rendez-vous clandestin. Et voilà ce que nous dit Pierre de Gorce, alors là tenez-vous bien. On prétend que lorsqu'il avait la certitude que Victor serait absent, Sainte-Beuve, déguisée en vieille dame, voilette baissée, robe et mantelet de couleur sombre, se hasardait rue Jean Goujon, qui est le nouveau domicile de Victor Hugo. Mais ce n'était là qu'exception, car les deux amants préféraient par les belles après-midi d'automne se promener dans les bois. Mais on les comprend. On voit Sainte-Beuve au sud de Paris, dans ce château des Roches à Bièvre, où les Hugo ont pris l'habitude de séjourner de plus en plus souvent chez leurs amis, les Bertin. Là, alors que Victor dort encore, parce qu'il a tendance à faire de longues matinées, Adèle a parfois tendance à quitter le château pour aller retrouver son amant le temps d'une balade. C'est une relation qui s'épanouit néanmoins dans ce secret assez malsain. Et c'est une relation qui va s'ancrer dans le temps. Victor, lui, ne comprend peut-être pas tout ce qui se passe. Est-ce qu'il en a vraiment envie, finalement? Ce qu'il constate, et ça pour lui c'est très important, c'est l'éloignement d'Adèle Fouché, l'éloignement de sa femme, d'Adèle, qu'il aime depuis l'enfance et qu'il a souhaité épouser envers et contre tous. C'est donc pour lui quand même le signe d'un échec assez terrible et très personnel. Finalement, en 1933,
Hugo, qui jusque-là a, semble-t-il, toujours été fidèle à sa femme, va s'éprendre d'une jeune actrice qui est venue pour une lecture de sa pièce Lucrèce Borgia. Vous la connaissez, l'actrice en question. Nous avons souvent eu l'occasion, évidemment, d'en parler à ce micro. C'est Juliette Drouet. Elle est ravissante. C'est pas une passade, Juliette, puisque elle va occuper désormais dans la vie de Victor Hugo une place absolument essentielle. Victor et Adèle restent mariés. C'est un bon couple bourgeois, avec une famille, bien sûr, et des enfants, etc. Mais chacun vit désormais sa vie sentimentale de son côté. Si le ménage Hugo trouve un équilibre relatif dans cette situation, qui après tout est peut-être un signe de civilisation, je sens que je vais me faire des amis, Sainte-Beuve, en revanche, ne se satisfait pas de tout ça. Lui veut en découdre, si vous voulez. Il affiche un comportement de plus en plus hostile. Il va même laisser un de ses collaborateurs écrire dans son journal un article extrêmement sévère à propos de la fameuse Lucrèce Borgia. Hugo ronge son frein et puis un jour il y a l'attaque de trop. C'est de nouveau Anne Bockel et Étienne Kern qui le racontent. En janvier 34, Sainte-Beuve publie lui-même un article, un article défavorable au chef des romantiques. Hugo lui répond avec mépris. Il y a tant de haine et tant de lâches persécutions à partager aujourd'hui avec moi que je comprends fort bien que les amitiés même les plus éprouvées renoncent et se délient. Adieu donc, mon ami, enterrons de notre côté en silence ce qui était déjà mort entre vous et ce que votre lettre tue en moi. Adieu, ponctue Victor Hugo. Là, on ne plaisante plus, bien entendu, c'est le point de non-retour. Cette amitié qui avait commencé par un article de Sainte-Beuve se termine 7 ans plus tard par un autre, et d'autant plus que Sainte-Beuve va avoir tendance à se montrer de plus en plus indélicat. Il publie un roman évoquant très largement ses sentiments pour Adèle. Le roman s'appelle Volupté, et dorénavant, Victor Hugo n'hésitera plus à rendre coup pour coup. Et d'ailleurs, il n'appelle plus Charles Sainte-Beuve, il l'appelle Sainte-Bave. Vient une nouvelle opposition à la fin de 1835. Le critique s'indigne dans un article que Victor Hugo puisse rendre hommage à la fois à Adèle et à Juliette dans une même œuvre. C'est quand même un peu fort, ça, non, venant de l'amant de la femme. Quand je vous dis que c'est un vaudeville littéraire, cette fois, Victor Hugo songe à provoquer son ancien ami en duel pour résoudre l'affaire une fois pour toutes. Il y a un ami commun qui va heureusement l'en dissuader, mais on peut dire que la liaison entre Sainte-Beuve et Adèle est en train déjà de diminuer et que la passion s'essouffle, comme si le fait que Victor ne soit plus partie prenante retirait en quelque sorte à ce foyer-là son aliment principal. La liaison amoureuse va cesser en 1837, ce qui n'empêche pas Sainte-Beuve d'évoquer encore l'histoire d'amour avec Adèle dans ses œuvres, occasion de décocher quelques flèches à son ancien ami. Il publie même un ouvrage sur le sujet à l'automne 43, alors que les époux Hugo viennent de perdre leur fille Léopoldine. On peut dire là que c'est un coup bas. L'ironie du sort veut que lorsque Sainte-Beuve est élue à l'Académie française, ce soit justement Victor Hugo qui soit chargé de son discours de réception. Le public se délecte à l'avance de cette situation. Comment est-ce qu'on va s'en tirer de cette affaire ? Je vais vous raconter ça dans un instant. Bonjour Étienne Kern, vous êtes là pour nous parler non seulement de Hugo et de Sainte-Beuve, mais de toutes ces étranges amitiés d'amour-haine, ces amitiés entre grands littérateurs. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'amitié entre Victor Hugo et Sainte-Beuve, renommée Sainte-Beuve par Victor Hugo lui-même. Vous recevez Franck Ferrand, Étienne Kern, professeur de lettres et connaisseur de la littérature du 19e siècle. Et puis auteur également, avec Anne Bockel, des plus jolies fautes de français de nos grands écrivains parus chez Payot. Oui, un ouvrage réjouissant. Vous imaginez la situation, la coupole pleine comme jamais, et Victor Hugo chargé de prononcer le discours
de réception, de bienvenue de son ancienne amie Sainte-Beuve à l'Académie française. Le tout Paris est là, qui se presse bien entendu dans l'autre partie de l'hémicycle. Et à ce moment-là, Victor Hugo va surprendre tout le monde, car il se montre absolument grand seigneur, gentleman, pas un mot de travers, un magnifique discours, une réception sans tache. Voilà ce que c'est en quelque sorte que la classe. Il y a quand même de la part de Victor Hugo une certaine magnanimité, on peut dire ça, Étienne Kern. Oui, c'est vrai que ce discours est très élégant. C'est pas forcément le cas de la réaction de Sainte-Beuve, puisque sous un nom d'emprunt, il publie un compte-rendu de la séance dans la presse et il insiste sur la manière dont le discours a été reçu par les gens qui étaient là, qui écoutaient, et les gens ont tous trouvé, selon ce faux Sainte-Beuve, que le discours d'Hugo était très très pompeux, très pontifiant, que même son ton était désagréable, tandis que Sainte-Beuve, dans son discours de réponse, s'exprime avec une élégance et une clarté, une légèreté tout à fait réjouissante, selon Sainte-Beuve lui-même. C'est incroyable. Voilà. Pourquoi toujours ce besoin d'aller se cacher derrière de fausses identités, de se déguiser, de se mettre dans l'ombre? C'est un peu étrange l'attitude de Sainte-Beuve dans toute cette histoire. Mais c'est vrai que Sainte-Beuve est un homme qui s'est aigri. C'est écrit très vite. Il a eu l'illusion dans sa jeunesse de pouvoir renouveler la poésie française de concert avec son ami Victor Hugo, et les années passant, le déséquilibre a été de plus en plus fort entre eux, et il l'a mal vécu. Oui. Il avait sans doute le sentiment d'une injustice. Oui, Sainte-Beuve et Hugo sont des hommes très différents, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Lorsqu'ils se rencontrent en 1827, Hugo n'a que 25 ans, mais enfin c'est déjà quelqu'un. Il a eu la Légion d'honneur 2 ans auparavant, à 23 ans, en remerciement pour un poème très flagorneur adressé au roi. Oui. Il se pose en chef de l'école romantique, la préface de Cromwell a fait grand bruit, tandis que Sainte-Beuve n'est qu'un journaliste débutant, qui vient d'un milieu très modeste, qui est orphelin de père, qui n'est pas vicomte comme Victor Hugo, qui n'est pas fils d'un général d'Empire, et il y a une frustration qui est certaine chez Sainte-Beuve. Oui, un énorme décalage. On peut s'étonner qu'Adèle Hugo ait porté sur Charles un regard plus qu'amène, puisque finalement elle l'a admis jusque dans son lit. Il a su devenir son confident, il a su la séduire en l'écoutant, ce qui n'était pas le cas de Victor Hugo. Lui n'écoutait rien ni personne, sauf lui, bien sûr. Voilà, il faut dire aussi à l'époque, par exemple, quand Victor Hugo écrit Hernani, il l'écrit en moins d'un mois. C'est un bourreau de travail, il travaille 15 heures par jour, c'est inimaginable. Adèle se retrouve seule avec 3 puis 4 enfants, puisqu'elle accouche justement en 1830, et Sainte-Beuve profite de cette situation. Oui, et Sainte-Beuve va, en quelque sorte, devenir un petit peu l'intrus dans ce foyer, mais il est de plus en plus présent. Oui. Et comment se fait-il que Victor ne se rende compte de rien? Et on dit au 19e siècle que Victor Hugo était bête comme l'Himalaya. C'est-à-dire que même dans son aveuglement, il est grand et magnifique. Oui, et il sera quand même très dur par la suite pour Sainte-Beuve. C'est-à-dire que après s'être montré très longtemps compréhensif, c'est assez incroyable, il pardonne, il passe l'éponge 2 fois, 3 fois, alors que Sainte-Beuve en plus continue à être aigrelet lui pendant ce temps-là. Hein, Hugo pardonne, mais enfin il n'oublie pas. C'est ça. On a conservé une photographie de Madame Hugo, d'Adèle Hugo, sur son lit mort en 1868, et bien des années plus tard. Et sur cette photographie, Victor Hugo a écrit à la main « Pardonnez ». Je t'ai pardonné. C'est-à-dire qu'il y pensait encore. Ouais. Et il y a quelques poèmes très tardifs de Victor Hugo écrits après la mort de Sainte-Beuve, en 69, où il exprime sa rancœur. De 74 qui est terrible. Je n'ai point oublié ton regard monstrueux le jour où je te mis hors de chez moi, ville drôle, et que sur l'escalier te poussant par l'épaule, je te dis, n'entrez plus, monsieur, dans ma maison. Je vis luire en tes yeux toute la trahison. J'aperçus ta fureur dans ta peau, ô coupable, et je compris de quoi pouvait être capable ta lâcheté changée en haine, le dégoût qu'a d'elle-même une âme où s'amasse un égout, et ce que méditait ta laideur dédaignée, car en pressant la toile, en voyant l'araignée. C'est pas très gentil, là, oui, pour le ça coup. n'a pas été publié, dit Victor Hugo. C'était pas fait pour être publié. Je suis convaincu qu'il écrivait ce genre de choses pour se mettre en train. Pour se libérer lui-même, pour se libérer. En fait. Oui, c'est ça. Zola dit que la haine est une muse. Et je pense que le désir de vouloir
terrasser Sainte-Beuve, même post-mortem, pouvait animer Victor Hugo. Sur un plan littéraire, il y avait une vraie fraternité entre ces deux auteurs. Il y a eu une fraternité au tout début de leur carrière, une connivence, une complicité. Ils sont tous les deux romantiques, même si le désaccord, notamment politique, augmente très rapidement. Oui, parce qu'alors en plus, il y a cette nuance très importante. Il faut expliquer l'évolution. Voilà, Victor Hugo commence sa carrière en étant ultra-royaliste, en étant monarchiste, partisan de Louis XVIII puis de Charles X, et il va évoluer. Puis, après la monarchie de Juillet, voilà, c'est le sommet de sa carrière d'une certaine manière, la monarchie de Juillet, puisqu'il devient l'ami du roi Louis-Philippe. C'est un proche de Louis-Philippe à qui il rend hommage de manière très, très belle d'ailleurs dans Les Misérables. Et en 1845, il y a un épisode fameux où Victor Hugo, père de France, est surpris en flagrant délit d'adultère avec une certaine Léonie Billard, dont Madame Hugo, Adèle, s'est fait une amie. Parce que Adèle Hugo a trouvé une complice dans la nouvelle maîtresse de son mari contre Juliette Drouet, la maîtresse en titre qu'elle a tolérée, mais jamais acceptée. Mais entre la mort de Léopoldine et ce terrible procès en adultère, enfin cette découverte, il est pair de France, donc il est protégé par son statut. Voilà, tandis que Léonie sera... Mais Léonie, elle, va vivre une descente aux enfers. Plusieurs semaines de prison. Et comment réagit Sainte-Beuve, justement, à ce moment-là? Est-ce qu'il en profite? Sainte-Beuve s'en réjouit. Sainte-Beuve continue à attaquer. C'est quand même pas très beau. Ce ne sont pas forcément des sentiments nobles que nous évoquons là. Nous allons voir ce qu'il en est avec un certain nombre d'autres amitiés littéraires, parce que bien souvent, les gens qui exercent le même art ont tendance à se rapprocher, mais aussi, disons-le, un peu à se jalouser. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Une puce gentille chez un prince logeait, comme sa propre fille, le brave homme l'aimait. Et l'histoire l'assure par son tailleur, un jour, lui fit prendre mesure pour un habit de cour. Une puce gentille, un extrait de la Damnation de Faust, composé par Berlioz sur Europe 1. Et cet après-midi, on parle d'amitié, amitié parfois trahie, avec votre invité. Franck, vous recevez Étienne Kern, professeur de lettres et connaisseur de la littérature du 19e siècle et auteur avec Anne Bockel d'une histoire des haines d'écrivains de Chateaubriand à Proust, paru chez Flammarion. Et entre haine et amitié, évidemment, il y a souvent des liens, forcément. J'ai oublié de citer tout à l'heure la jolie pièce qui avait été présentée il y a quelques années maintenant, qui s'appelait État critique. Vous vous rappelez, avec Gérard Jugnot dans le rôle de Sainte-Beuve. C'était une pièce de Michel Langlinet qui montrait justement l'extraordinaire ambivalence de cette relation. On se demande si à travers Adèle, ça n'est pas d'une certaine manière Hugo que cherchait Sainte-Beuve. C'est ça. On a l'impression que Sainte-Beuve aime Adèle un peu comme un enfant désire un jouet, précisément parce que un autre enfant veut le même jouet. Et quand Hugo se désintéresse de sa propre femme pour devenir l'amant de Juliette Drouet, à partir de 1833, c'est là que la relation entre Sainte-Beuve et Adèle commence elle-même à s'essouffler. Adèle a perdu une partie de son aura, de son prix aux yeux de Sainte-Beuve, puisque l'autre enfant, celui qui donnait la valeur au jouet, s'est détourné de ce jouet. Alors, Hugo avait quand même d'autres amis, il faut le dire. On a toujours à l'esprit cette scène assez étonnante de l'inauguration des galeries historiques de Versailles en juin 1837 par le roi Louis-Philippe. Et dans la même voiture se trouve évidemment Hugo, Balzac, Dumas. Tous ces gens-là se connaissaient. C'était incroyable d'ailleurs. Oui, et ils se respectaient beaucoup. Et ce qui est révélateur dans cette histoire, c'est que les grandes amitiés littéraires réunissent des écrivains qui ne sont pas totalement sur le même créneau, si j'ose dire. Hugo n'a aucun problème à saluer le génie de Balzac. Il le dira très publiquement lors de l'enterrement de Balzac en 1850 au Père-Lachaise. C'était un génie. Il reconnaîtra aussi sans problème le génie de Dumas parce que ce sont des confrères, mais pas des rivaux directs, comme par exemple Lamartine ou Vigny, qui sont aussi des poètes. Avec Dumas, il y a quand même une rivalité sur le drame romantique. Il y a eu des frictions pendant quelques années, vers 1832-33, mais avant, il y a une grande complicité et après une profonde amitié. Ce qui illustre la complicité avant, par exemple, c'est qu'en 1830, je crois, Dumas donne une pièce qui s'appelle Christine, sur la reine Christine de Suède. Et il y a un épisode qui est magnifique, qui est très beau. La pièce est donnée. C'est un
un succès, un petit succès, mais une partie de la pièce a été huée par le public. Certains vers ont paru mauvais, voire ridicules au public. Dumas rentre chez lui, il a 25 convives à régaler, il est 2h du matin, il est épuisé, que faire? Et là, Alfred de Vigny et Hugo, ils sont tous très jeunes encore, ils ont presque un peu moins de 30 ans. La trentaine. Alfred de Vigny et Hugo disent à Dumas, non mais ne vous inquiétez pas, on s'en charge, on va réécrire la pièce. Et pendant que Dumas s'occupe de ses invités et se repose, Hugo et Vigny passent leur nuit à travailler sur le texte de Dumas et partent le matin en déposant le texte réécrit sur la table quelque part, ce qui est très élégant, magnifique, très aimable. Vigny est un ami proche. Oui, Vigny a été témoin du mariage, au mariage des Hugo en 1822. Dumas sera l'une des grandes amitiés de Victor Hugo. Il y a un épisode qui le révèle et qui est très, très touchant là aussi. C'est à la mort de Nerval en 1855, mort très triste puisque Nerval se suicide. À cette époque, Hugo n'est pas en France, Hugo est exilé. Il est entre Jersey et Guernesey. Et Dumas insiste pour qu'il y ait 3 ou 5 personnes autour du cercueil de Nerval et non pas 4, comme c'était l'usage. Il fallait un nombre impair pour laisser une place vacante pour Victor Hugo. Parce que si Victor Hugo avait été là, selon Dumas, il aurait été aux côtés de leur ami commun Nerval. C'est formidable. Je pense que Hugo et Dumas sont maintenant réunis au Panthéon. Oui. Quand on entre dans cette chambre funéraire au Panthéon, moi j'avoue que ça a été un choc la première fois de voir les 2 tombes qui sont là. Ils ont beaucoup en commun. Ils sont nés la même année, tous les deux sont fils d'un général d'Empire. C'est vrai d'ailleurs, bien sûr. On sait que Dumas père faisait réciter des tirades de Victor Hugo à Dumas fils. Ça nous paraît formidable, ces amitiés entre des géants de la littérature, en tout cas des personnes que nous, aujourd'hui, considérons comme telles. C'est-à-dire que, évidemment, de leur temps et de leur vivant, eux se vivaient surtout comme des écrivains, simplement. Ils ne savaient pas qu'ils allaient devenir des mythes. Mais de les imaginer ensemble, quoique Hugo en avait une petite idée. Oui. Lui, il l'espérait bien, en tout cas. Mais de les imaginer comme ça, échanger, vivre ensemble, voyager ensemble, c'est extraordinaire. Il y a des amitiés un peu surprenantes. Oui. Par exemple, une des grandes amitiés de Flaubert, c'est George Sand. Ah oui. Alors que pendant des années, Flaubert a été très critique avec George Sand parce qu'elle incarnait tout ce qu'il n'aime pas en littérature, les bons sentiments, une approche très moralisatrice de la littérature. Il faut pas parler au peuple, il faut éduquer le peuple. Un style infiniment plus traditionnel. Voilà. Bien sûr. Tandis que Flaubert incarne le cynisme, l'ironie, le rire, la gauloiserie, la ce genre de modernité, choses. disons, oui. Voilà. Et ils deviennent profondément amis vers la fin de leur vie, à partir des années 1800, la fin des années 1850. Et ils sont très complices. Et George Sand a lu, relu des textes de Flaubert. George Sand a mis un peu d'eau dans son vin à cette époque-là. Ça aurait été plus difficile 20 ans plus tôt, sans doute. Oui, c'est vrai. C'était un peu une mangeuse d'hommes, quand même, il faut bien le dire. Voilà, là, elle a près de 60 ans à cette époque. Oui, elle s'est calmée, là. Mais c'est pour George Sand que Flaubert écrit Un cœur simple. Et malheureusement, la mort de George Sand en 1876 intervient à un moment où Flaubert n'a pas terminé son texte et il est très abattu à l'idée de ne pas pouvoir lui faire cet hommage, lui rendre ce cadeau. Nous avons évidemment, et c'était la limite d'un thème comme celui-là, nous avons forcément insisté depuis le début de cette émission sur les luttes d'ego. Oui. Sur les rivalités qui naissent forcément entre de grands écrivains qui, en plus, s'adressent à un public relativement limité. À l'époque, on a complètement oublié aussi cette chose-là. C'est que l'édition, lorsqu'on tire à 1000 exemplaires, c'est beaucoup en 1850. Donc, tout ça a changé, bien entendu. Mais est-ce qu'au-delà de ces inimitiés, de ces rivalités, de ces gènes aux entournures, si je puis dire, il y a parfois de vraies collaborations? Est-ce qu'on a l'impression d'une synergie, d'une certaine manière? Est-ce qu'ils s'entraident, ces grands écrivains du 19e siècle? Il y a quelques cas d'œuvres écrites à plusieurs. Dumas et Nerval ont écrit ensemble un opéra comique pour Jenny Colomb que Nerval aimait tant. Plusieurs romans ont été coécrits, par exemple par Gautier avec des amis. Ou plus récemment, au début du XXe siècle, Pierre Benoît et Paul Bourget ont coécrit ensemble un roman. Mais enfin, ce ne sont pas des œuvres qui sont restées. Ou plutôt, il y aura un exemple qui serait parlant, c'est l'amitié merveilleuse entre Flaubert et Maupassant. Alors voilà, Flaubert a rendu un très grand service à Maupassant, c'est qu'il lui a appris l'exigence. Maupassant, qui a 29 ans de moins, qui est beaucoup plus jeune que Flaubert, lui a soumis tous ses textes et Flaubert lui a appris à travailler davantage et à conquérir son originalité. Et ce qui est magnifique dans la correspondance, qui est très drôle, très vivante, qui est magnifique entre Flaubert et Maupassant, ce qui est très intéressant, c'est que Flaubert se met à tutoyer
Maupassant, c'est-à-dire à le reconnaître comme un véritable ami, comme un véritable égal, et pas simplement presque un fils, puisqu'ils avaient des relations personnelles liées à leur famille. Il se met à tutoyer Maupassant quand Maupassant lui a envoyé les épreuves de Boule de Suie, qui a été reconnu comme un chef-d'œuvre. Ce qui prouve que donc là, il y a une reconnaissance au sens fort du mot. C'est magnifique. Maupassant a conquis l'amitié de Flaubert. Une autre amitié, alors très houleuse, celle-là, et qui pourrait rappeler un peu ce qui s'était passé entre Hugo ou plutôt ce qui va se passer entre Hugo et Sainte-Beuve, c'est l'amitié entre les deux grands auteurs de la génération précédente, c'est-à-dire Stendhal et Mérimée. Alors le Stendhal vieillissant et le Mérimée encore tout jeune, disons en l'occurrence. Oui, il y a aussi une bonne génération d'écart entre ces deux auteurs qui partagent un certain humour, une certaine ironie face à la vie, mais ils ont beaucoup partagé, puisqu'ils ont même partagé une maîtresse. Stendhal a écrit un jour qu'il a un talent malheureux pour communiquer ses goûts, et il a tant parlé de son ami Mérimée à sa maîtresse qu'il appelait Madame Azur parce qu'elle habitait rue Bleue à Paris. Il a tant parlé de Mérimée que Madame Azur a souhaité rencontrer ce jeune Mérimée, et Mérimée est devenu l'amant de Madame Azur. Voilà. Ils se sont réconciliés après, rassurez-vous, puis se sont de nouveau disputés pour des raisons presque de frustration sociale chez Stendhal, parce que Mérimée connaît une belle carrière, c'est un officiel, devient inspecteur général des monuments historiques, et Stendhal ne vivra pas assez longtemps pour voir ça, mais Mérimée sera élu à l'Académie française facilement, sera sénateur, etc. Il y a un tempérament très pontifiant chez Mérimée qui déplaît beaucoup à Stendhal. Au siècle suivant, au XXe siècle, il y aura de grandes amitiés d'écrivains. Alors là, on pourrait en faire une longue liste. On parle toujours de Charles Camus, par exemple. Mais là encore, on voit, comme avec Balzac et Hugo, ou Dumas et Hugo, qu'il faut une certaine différence dans les écrits pour que deux auteurs deviennent de véritables compagnons, de véritables amis. Par exemple, les surréalistes sont une bande de copains, mais quelques années plus tard, ils se déchirent de manière très cruelle en s'insultant. Tandis que René Char et Camus, qui sont très différents par leur écriture, par leur problématique, Camus le dit, ne s'intéresse pas beaucoup à la poésie, sauf à celle de son ami René Char. Ils sont inséparables et partagent l'amour du Sud. Il y a un texte magnifique de René Char qui est écrit juste après la mort de Camus, après la mort accidentelle comme on sait dans cet accident de voiture en 1960. Ce texte s'appelle L'éternité à Lourmarin. Lourmarin, c'est le nom de la maison dans le Vaucluse, le nom de l'endroit où se trouve la maison que Camus a acheté après son prix Nobel. Et dans ce texte, L'éternité à Lourmarin, René Char écrit, j'ai peur de déformer la citation, mais il écrit « Nous avons cessé de parler ». Mais ce n'est pas le silence. C'est-à-dire que cette amitié se prolonge au-delà de la mort. Le silence, c'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup Étienne Kern, c'est passionnant. Je rappelle le titre de votre bel ouvrage, Une histoire des haines d'écrivains de Chateaubriand à Proust, avec Anne Bockel. C'est édité chez Flammarion. Vous êtes aussi l'auteur avec Anne Bockel des plus jolies fautes de français de nos grands écrivains. Ça, c'est un petit livre extrêmement réjouissant. Je parlais tout à l'heure de ce château des Roches qui appartenait au patron du journal des débats, Bertin. Nous allons y aller, si vous le voulez bien, à ce château de Bièvre. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et il est temps d'aller se balader. Comme chaque jour, nous allons là où l'histoire s'est faite. Nous sommes aujourd'hui, Franck, avec vous au sud-ouest de Paris. Oui, à Bièvre, c'est pas très loin de Massy-Palaiseau, dans les Salles, Vélizy, Villacoublay, etc. Ouais. Vous faites peut-être vos courses là. Oui, à moins que vous n'y alliez, si vous avez des attaches militaires, prendre l'avion ou l'hélicoptère. J'y vais plus pour les grands magasins, je ne vous le cache pas. Alors, il y a là un château, le château des Roches, qui a appartenu à ce monsieur étonnant qui s'appelait Bertin. Je dis étonnant parce qu'on a de lui surtout l'image qu'en a laissé Ingres dans un très très célèbre portrait où l'on voit ce bonhomme qui est comme une espèce de monument et qui était non seulement l'ami d'Ingres, mais de Liszt, mais de Chateaubriand, bref de tout ce que ce 19e siècle pouvait compter de brillant. Et Hugo, bien sûr, a fait partie des invités. Il y est venu souvent dans ce château des Roches. La première fois au cours de l'été 1828, il y a travaillé un certain nombre de ses œuvres, ce qui explique qu'aujourd'hui encore, un certain nombre de pièces importantes figurent dans les fonds, dans les collections de ce château, des livres, des photos, des lettres, des manuscrits. Parmi les trésors, il y a même une épreuve des Misérables, une épreuve d'imprimerie qui a été annotée, corrigée manuellement par Victor Hugo. C'est quand même assez extraordinaire. Victor Hugo songeait aussi, vous savez, juste au lendemain de l'effondrement de Sedan, lorsqu'il va rentrer, il songera
amnistié les communards et il avait fait un projet de décret. Et on a le manuscrit de ce projet là-bas. Bon bref, le château aujourd'hui appartient à une communauté spirituelle. On peut le visiter le samedi et le dimanche. Il faut se dépêcher un peu parce que là, évidemment, en décembre, janvier, février, ça va être fermé. Mais c'est la même chose. On dit la même chose tous les jours. Mais on prévoit pour le printemps. C'est pas la grande période du tourisme qui est en train de s'ouvrir là. Vous l'imaginez bien. On va parler des marchés de Noël. Ça nous fera du bien dans quelques temps. Bon. Et puis, si vous êtes à Bièvre, ne manquez pas le musée français de la photographie qui avait été créé au tout début des années 60, qui était fermé là depuis quelque temps, créé par deux passionnés de photographie, Jean et André Fage. C'est toute l'histoire de la photo, avec toutes sortes d'objets, notamment des appareils comme on les faisait autrefois, vous savez, ces espèces de chambres obscures, avec beaucoup de photos, puisque le fond de ce musée français comporte plus d'1 million de clichés, c'est extraordinaire. Tout ça vient de rouvrir là, à l'été dernier, c'est le moment d'aller le visiter. Il y a en ce moment une exposition temporaire qui s'appelle Tous photographes et qui montre comment petit à petit, avec le développement c'est le cas de le dire, des appareils commerciaux, tout le monde s'est mis à la photo et est devenu d'une certaine manière photographe, avec des heures et des malheurs. Mais enfin bon, il y a également le premier week-end de juin dans ce musée tous les ans une foire de la photo. Il y a aussi à Bièvre un musée de l'outil ancien où on voit tous les métiers représentés. C'est assez passionnant ça aussi, mais je vous en parlerai si vous le voulez bien une autre fois.